Bonjour, bienvenue. On redémarre notre session de Sguardo dont Joseph Luciani est notre invité. Bonjour. Buongiorno a tutti. Conseiller territorial Fapopulu Insem FMO Agor, SIGA, donc nouveau format pour Sguardo avec des rendez-vous à 7h45 et 8h30. Alors, don Joseph Luciani, forcément, en cette rentrée, il y a une actualité toute brûlante qui date de la fin de semaine dernière, la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Tout à fait. Après 51 jours sans gouvernement en exercice et sans Premier ministre, puisqu'on avait un gouvernement démissionnaire, un record dans l'histoire de la Ve République, de longévité d'un gouvernement démissionnaire, une situation inédite que la Ve République était destinée à éviter, puisqu'elle a été créée, la Ve République, sous De Gaulle en 58, pour donner une stabilité à la France et une efficacité à l'action publique, et une crise politique avec un blocage au sommet de l'État qui résulte de la décision unilatérale du chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale suite à l'élection européenne qu'il a souhaité nationaliser. Ça a été un coup de poker perdant pour l'ancienne majorité présidentielle. Et je pense que la France en général et la Corse, pour ce qui nous concerne, ont payé cela. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en discuter. Aujourd'hui, Michel Barnier est nommé Premier ministre, charge à lui de constituer son gouvernement. Alors justement, cette nomination, comment vous l'avez perçue Michel Barnier, issu des Républicains, qui ne sont pas forcément les majoritaires à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est lisible? Écoutez, le chef de l'État, Emmanuel Macron, depuis 2017, nous a habitués à un certain nombre de surprises. Il déjoue souvent les pronostics des observateurs et des commentateurs politiques et médiatiques. Michel Barnier, en effet, est issu de la droite, des Républicains, un parti, un mouvement qui sont en recul au plan électoral depuis des années, depuis la présidentielle de 2017, des défaites électorales successives, notamment aux dernières européennes et aux dernières législatives, en recul non seulement en termes de voix, mais également en termes de sièges de députés. Donc il y a une forme de surprise, sachant qu'il y a un bloc, le nouveau Front populaire, qui réunit la première force politique en France, en termes de sièges, puisqu'en termes de voix, il faut le reconnaître, c'est le Rassemblement national qui domine aujourd'hui la vie politique française si l'on se fie aux résultats des dernières élections législatives. En tout état de cause, on a une Assemblée nationale à Paris morcelée, en 3 blocs qui sont eux-mêmes relativement hétérogènes. Donc il y avait une équation difficile à résoudre pour le chef de l'État, mais c'est la conséquence de son choix de dissolution. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de surprise à nommer Michel Barnier. Ça, c'est incontestable. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est le Front National qui a été le maître du jeu ? Si l'on se fie à ce que l'on peut lire, ou entendre, ou voir dans la presse écrite, radio ou télévisuelle, il semble qu'il y ait une forme d'indulgence active, non seulement des Républicains, c'est normal, c'est la formation dont est issu Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, mais également du Rassemblement national qui a fait office de faiseur de roi en annonçant attendre le discours de politique générale avant de faire connaître sa position sur une éventuelle censure, ce qui n'était pas le cas pour les autres prétendants, parmi les noms qui circulaient, à Matignon. Donc évidemment, le Rassemblement national se trouve aujourd'hui en position de force. C'est un fait objectif. Est-ce qu'il y aura possibilité, selon vous, de trouver une majorité à l'Assemblée nationale entre justement le Rassemblement national, la droite ? Écoutez, si il n'y a pas de censure du Rassemblement national et que l'on additionne les voix d'un certain nombre de députés de l'ancien bloc présidentiel, l'ancienne majorité présidentielle, les Républicains et le Rassemblement national, en effet, une majorité peut se dégager. Reste à voir si elle sera stable, durable, et si elle sera bénéfique à la France et aux Français. Mais au-delà de l'incarnation, qui est importante en politique, ce qui importe, c'est surtout les choix, la vision, la boussole, le projet et le programme qui seront déclinés dans le discours de politique générale de Michel Barnier. Les prises de position précédentes de Michel Barnier peuvent déjà laisser augurer de ce que sera sa politique générale. Oui, tout comme son discours de passation de pouvoir à Matignon avec son désormais prédécesseur Gabriel Attal, on voit bien qu'il y a des priorités. Donc Michel Barnier, c'est une surprise pour personne, c'est un homme de droite, c'est un Européen convaincu, c'est aussi quelqu'un qui, de par sa carrière, a fait preuve de compromis, de rassemblement, c'est aussi la boussole et le cap que lui a fixé le chef de l'État. C'est aussi peut-être pour cela qu'il a été choisi, nous verrons, nous jugerons sur pièce.
et puis sur le fond, bien sûr, c'est un homme de droite qui a été très dur sur l'immigration. Lors de la primaire de la droite en 2021 pour l'élection présidentielle de 2022, Michel Barnier avait pris des positions assez proches de celles du Rassemblement national et de Reconquête, d'Éric Zemmour à l'époque, s'agissant de la primauté du droit français sur le droit européen, concernant notamment l'immigration. Donc on voit bien qu'il y a une coloration politique particulière, et je pense que c'est aussi ce qu'a cherché à obtenir le chef de l'État afin d'avoir une majorité la plus large pour gouverner la France. Mais on voit bien qu'on est dans une situation un petit peu ambiguë, où Emmanuel Macron refuse, comme la coutume constitutionnelle et l'histoire l'auraient voulu, de nommer un gouvernement de cohabitation. On parle du côté de l'Élysée de coexistence exigeante, ce qui ne satisfait pas d'ailleurs le nouveau locataire de Matignon, qui est davantage dans une logique d'opposition à Emmanuel Macron. Il l'avait déjà été. Nous verrons ce que cela donnera. Difficile à dire pour l'instant. C'est très peu lisible, l'avenir aujourd'hui. Je pense que la France sort un petit peu de l'incertitude s'agissant du poste de Premier ministre, mais pas de son avenir, qu'il soit politique, gouvernemental ou budgétaire. Merci beaucoup, don Joseph Luciani. On se retrouve tout à l'heure à 8h30 pour la deuxième partie de cette émission. Bonjour, bienvenue, deuxième rendez-vous de la journée en compagnie de don Joseph Luciani. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Conseiller territorial Fapopoulou-Insem et la nomination de Michel Barnier avec des gros dossiers qui vont arriver. Vous évoquiez ce dossier budgétaire. Du coup, est-ce que ça va laisser une place pour la Corse ? C'est sûr que, vu le contexte politique à l'échelle française en général et toutes les contraintes qui se posent au Premier ministre, au chef de l'État, à l'Assemblée nationale et au futur gouvernement, qu'il s'agisse en termes politiques, en termes budgétaires ou financiers, on peut imaginer que le dossier Corse ne soit plus au sommet de la pile des dossiers de Matignon. Quoi qu'il en soit, ce que nous voulons dire, et je le dis en tant que militant nationaliste, en tant que Corse et en tant qu'élu Fapopoulou-Insem de la majorité territoriale, c'est qu'il y a eu, il y a près d'un an de cela, le 28 septembre 2023, un discours du président de la République devant l'Assemblée de Corse sur l'autonomie de la Corse, sur l'évolution institutionnelle, sur les relations entre la Corse et la France. Il y a eu également un accord, l'accord de Beauvau, qui a été signé en mars, qui a été validé par l'Assemblée de Corse à une très large majorité, près de 80% sur le pouvoir législatif notamment. Et je pense, c'est l'histoire constitutionnelle, c'est l'esprit de la démocratie, qu'il doit y avoir une continuité, non seulement du discours, de la parole, mais également des accords au sommet de l'État, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les majorités. Il y a un accord politique entre la Corse et Paris qui a été entériné par un vote de l'Assemblée de Corse. Il doit être respecté. Il faut savoir également que la mission sénatoriale poursuit ses travaux. Quelques jours avant la dissolution, le président de l'exécutif était auditionné par les sénateurs à Paris. La mission sénatoriale poursuit ses travaux. Bien sûr, il y a un contexte nouveau, incertain. On imagine qu'il y aura des difficultés, d'autant qu'aujourd'hui, nous n'identifions pas encore d'interlocuteur qui reprendrait la conduite du dossier Corse, puisque Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur démissionnaire et qu'il appartient à Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, de former son gouvernement. Mais en tout état de cause, nous sommes au combat et nous sommes déterminés à faire respecter non seulement la volonté de l'Assemblée de Corse, mais celle-ci traduit l'aspiration majoritaire du peuple corse. Est-ce qu'il y a eu déjà des contacts entre l'Assemblée de Corse et Michel Barnier depuis qu'il a été nommé ? Écoutez, à ce stade, au moment où nous enregistrons l'émission, pas que je sache. Donc, qu'est-ce qui va se passer selon vous ? Il faut attendre forcément la constitution de ce gouvernement. Il faut voir qui sera ministre de l'Intérieur, puisque le dossier Corse transite par ce ministère-là. Comment ça peut revenir sur le devant de la scène, au vu effectivement de tous les grands dossiers qui ont attendu jusque-là ? Et tout d'abord, je pense qu'il appartient au président du Conseil exécutif de Corse de prendre attache auprès du futur ministre qui aura en charge le dossier Corse. Et je sais, nous savons que le président Simeone se chargera de le faire dès lors que la nomination de celui-ci et la délégation du dossier Corse interviendront. Donc il s'agira dès lors de reprendre les fils du dialogue qui a été suspendu pour des raisons évidentes depuis la dissolution. Et pour notre part, nous insisterons pour que la volonté du peuple corse, de l'Assemblée de Corse, soit respectée et que nous avancions dans ce processus, puisqu'il y va non seulement de l'avenir institutionnel, mais également de la paix en Corse. Dans ce contexte aussi d'Assemblée nationale, nouvelle mouture en fait, le rôle des deux députés nationalistes, ils seront deux au sein du groupe Elliott, mais le rôle selon vous ? Écoutez, je pense que les députés nationalistes, comme ils l'ont toujours fait depuis 2017, ont vocation, et ils le font, et nous leur faisons confiance pour cela, à défendre l'intérêt de l'île et les intérêts du peuple corse à chaque fois dans l'hémicycle,
et en dehors, dans les commissions ou par ailleurs, à Paris. Et je pense qu'ils auront des positions selon la façon dont seront abordés les dossiers qui concernent la Corse, mais également la société en général, selon ce qui constitue notre boussole et notre projet de société. Mais je veux dire, Maria, ici, au nom de la majorité territoriale Fapopoulounisem et FEMOAGORS, qu'il y a bien sûr le processus d'autonomie qui a été suspendu suite à la dissolution, mais il y a un certain nombre de dossiers qui sont également en souffrance et qui constituent des urgences et des priorités pour le Conseil exécutif de Corse, la majorité territoriale et, je le crois, l'ensemble de la classe politique corse, qui doivent être traités rapidement. Je pense à la dotation de continuité territoriale. Je pense indispensable pour le service public aérien et maritime. Je pense notamment au système et au modèle de santé en Corse, à la question du CHU, de l'hôpital de Bastia. Je pense que toutes ces questions-là, pour ne citer qu'elles, doivent faire l'objet d'une reprise de discussion et de travaux précisément et rapidement. Cette dotation de continuité territoriale, puisque vous l'évoquez, c'est un peu le serpent de mer. Aujourd'hui, on est encore sans réponse et dans l'incertitude par rapport à ça. Tout à fait, d'autant qu'il y a une urgence et il y a un vote unanime de l'Assemblée de Corse qui est intervenu quelques semaines avant la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. La DCT, en quelques chiffres pour les auditeurs, c'est 187 millions d'euros depuis 2009, figés, alors qu'elle était indexée sur l'inflation. On nous avait à l'époque indiqué que ce gel de la DCT était provisoire, le temps de la crise des subprimes. Il n'en est rien. C'est la dotation de continuité territoriale qui permet de financer le service public aérien et maritime. Il manque environ 40 millions d'euros par an. Il y a eu, grâce à l'action des députés nationalistes, notamment de Jean-Félix Aqualu et de l'ensemble des députés de la Corse, 2 rallonges exceptionnelles qui sont intervenues en 2022 et en 2023. Mais aujourd'hui, il y a nécessité d'indexer cette dotation de continuité territoriale sur le coût de la vie, sur le coût du carburant, sur l'inflation, pour avoir de la lisibilité et de la sérénité dans la gestion du service public maritime et aérien qui est vital pour une île et donc pour la Corse. Sinon, il nous faudra revoir la voilure sur le service public, qu'il s'agisse de la politique tarifaire ou peut-être même du périmètre, ce qui est pour nous inconcevable. Donc c'est un combat à mener, nous le mènerons résolument. Merci beaucoup, don Joseph Luciani. Merci. À demain. Bonjour, bienvenue. On retrouve le conseiller territorial Fapopoulounisem et don Joseph Luciani. Bonjour. Bonjour Maria, salut à tous. Alors, l'Assemblée de Corse, forcément, on va en parler. D'aucuns parlent d'un possible remaniement au sein de l'exécutif, notamment. Il est beaucoup attendu du côté de l'Assemblée de Corse avec cette rentrée. Oui, tout à fait. Écoutez, on a beaucoup parlé de recherche d'un Premier ministre du côté de Paris. On a aussi parlé en Corse, notamment dans la presse. On a pu lire la presse en tant qu'observateur et qu'acteur politique de remaniement du Conseil exécutif. Pour l'instant, j'ai pas de scoop à vous délivrer. Il s'agit de compétences et de prérogatives qui appartiennent au président du Conseil exécutif, qui est le chef de la majorité, Gilles Siméogne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, l'un des enjeux de cette rentrée pour la majorité territoriale Fapopoulounisem est soutenue par FEMOAGORS, qu'il s'agisse du Conseil exécutif, du groupe ou du mouvement, c'est la question du redéploiement, du cap stratégique que l'on se fixe pour la moitié de mandature qu'il nous reste à accomplir et qui doit être, selon nous, placé sous le signe du combat. Il faut que nous allions plus vite, plus fort, plus loin dans la concrétisation, dans l'opérationnalité et en même temps, et je le dis, sans langue de bois, il faut que nous communiquions davantage. Beaucoup de choses sont réalisées par la collectivité de Corse, par la majorité territoriale. Beaucoup de réalisations ont lieu. Beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de dossiers avancent à grands pas. Je pense qu'il y en a vocation à le faire savoir davantage aux Corses, de façon à éviter la désinformation et parfois même les fake news qui peuvent être proférées par un certain nombre d'adversaires et d'opposants politiques en campagne électorale ou dans l'hémicycle. Vous parliez de redéploiement, y compris dans la famille nationaliste plus élargie. Vous savez, notre ADN à Fapopoulounisem, c'est le rassemblement. Le rassemblement, bien sûr, en priorité, de la famille nationaliste, le rassemblement des femmes et des hommes progressistes dans ce pays, mais tout cela doit se faire sur des bases claires, en termes non seulement de vision, d'éthique, de principes, de valeurs, mais aussi en termes de projet. C'est le projet qui cimente et qui constitue le socle d'une majorité, sa boussole en termes d'action. Donc sur le projet, bien sûr, nous avons vocation à rassembler et de façon générale, on a déjà rassemblé, et on le fait souvent à l'Assemblée de Corse, on a des votes très larges, à des majorités élargies par rapport à la seule majorité territoriale, renforcées, parfois même
à l'unanimité. Il y a par exemple la question du processus d'autonomie, 80% sur le pouvoir législatif. Il y a le vote sur le CHU qui a eu lieu. On parlait de la dotation de continuité territoriale Maria, vote à l'unanimité. Il y a des sujets plus clivants comme le budget par exemple. Il y a des sujets plus clivants comme le budget, mais ça c'est le rôle en démocratie. Une opposition, bien souvent ça s'oppose, et le budget c'est le moment dans une institution de marquer son opposition. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes résolument engagés à rechercher les voies et moyens d'une convergence nationale, et pas seulement nationaliste, à chaque fois que possible, mais sur la base du projet, du fond politique et de la vision. Et je pense que c'est notre ADN, c'est ce que nous nous attelons à faire, et le mouvement aussi Fais-moi Goursiga est en appui pour cela. Il faut savoir, c'est pas forcément médiatisé, mais que Fais-moi Goursiga, depuis 2 ans, rencontre en permanence les structures, les syndicats étudiants, les structures politiques, nationalistes, des personnalités politique de progrès, et je pense que nous allons continuer, peut-être même amplifier dans cette voie-là, mais à chaque fois guidés non pas par la nécessité de penser à l'élection d'après, mais au bien commun et à l'intérêt général pour la Corse et son peuple. C'est encore possible aujourd'hui avec les fractures humaines? Et je pense que notre histoire contemporaine est marquée de fractures qui ont été beaucoup plus douloureuses que celles que nous connaissons aujourd'hui. Moi, je suis né en 1999, j'ai pas connu la décennie des années 90, mais ça fait partie de notre histoire. Je pense que nous ne sommes pas là, fort heureusement. Et ça fait partie de notre histoire. Et des hommes ont réussi à se remettre autour de la table, malgré les douleurs, les souffrances et les drames. Et une situation quasiment de guerre civile qui a eu lieu en Corse dans ces décennies, je vois pas pourquoi on pourrait ne pas retrouver les voies et moyens de l'apaisement et de la convergence. D'autant que nous discutons politiquement, humainement, il n'y a pas de difficulté. Il peut y avoir des différences de vision également, avec certains nationalistes qui siègent notamment dans l'opposition, mais il ne faut pas se tromper de combat. Nous sommes des nationalistes corses, nous sommes engagés pour la survie du peuple corse, puisqu'il s'agit de ça. Les dernières élections législatives l'ont également montré d'un point de vue électoral et démographique, et nous sommes engagés pour la réussite de notre projet, la transformation de ce pays. Et je pense que sur cette voie-là, nous pouvons être très nombreux à converger, les nationalistes et au-delà. Merci beaucoup, Don Joseph Lucioni. On se retrouve tout à l'heure à 8h30. Bonjour, nous retrouvons Don Joseph Lucioni. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous évoquiez ce matin les liens que vous avez notamment avec les organisations étudiantes, avec les syndicats de jeunes aussi au sens large du terme, ces syndicats qui se sont regroupés autour d'une union. Fais-moi Goursiga a participé à ces réunions. Vous étiez d'accord sur certains points, moins sur d'autres? Là aussi, on va être clair. Fais-moi Goursiga, qui n'avait pas été convié formellement à cette démarche, à cette initiative, a pris la décision, notamment ces jeunes, mais l'ensemble du mouvement, de participer à la réunion inaugurale, si je puis dire, qui a eu lieu sur Corse le 20 juillet dernier. Pour des raisons évidentes, dès lors qu'une initiative allant dans le sens des intérêts nationaux du peuple corse est prise, a fortiori par la base militante et par les jeunes, nous nous y associons. Donc nous avons fait le choix d'être présents. Sur place, dans l'amphithéâtre à Corte, nous étions un certain nombre de jeunes de Fais-moi Goursiga. Il y a d'autres structures à être présents, et un certain nombre de jeunes non encartés, des moins jeunes également. Une lecture a été faite d'une forme de déclaration de principe qui précisait le sens politique et philosophique de la démarche en cours. Nous l'avons découvert dès lors. Il y avait des points sur lesquels nous pouvions être d'accord. Nous avons eu l'occasion de dire que nous partagions les grands objectifs politiques, sociétaux, économiques, socio-culturels, institutionnels. Même si Fais-moi Goursiga défend aujourd'hui l'autonomie, il y a un certain nombre d'indépendantistes à Fais-moi Goursiga, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En revanche, sur les moyens et sur la stratégie, nous avons des points qui sont bloquants, et les jeunes, nous en avons discuté avec eux, et ils le savaient, qui sont à l'initiative de cette organisation, ce collectif Jeune Touilot, n'ont pas été surpris, puisqu'il a été fait référence à une solidarité inconditionnelle à la lutte armée et à la violence clandestine, dont acte. Vous savez que du côté de Fais-moi Goursiga, mais nous sommes sur une autre stratégie, sur l'option de la lutte et du combat exclusivement démocratique, qui ne se résume pas d'ailleurs à l'action institutionnelle ou électorale, et qui n'empêche pas le combat et le rapport de force politique et démocratique. Donc nous avons fait le choix, et c'est cohérent, de nous retirer, tout en précisant que nous serons présents pour travailler, pour échanger, pour discuter, même en appui et en soutien, dès lors que des actions, des propositions nous semblaient aller dans un sens positif
Et je pense qu'on a vocation non pas à construire des murs entre nous, mais plutôt à construire des ponts et des passerelles. C'est ce que nous avons dit. Et je pense que nous avons bien fait d'être présents et nous continuerons à l'être, même si nous ne sommes pas formellement partie intégrante de cette démarche. Et même si FEMO-Agours aura l'occasion dans les prochaines semaines et les prochains mois de prendre un certain nombre d'initiatives, y compris à destination des jeunes et à partir des jeunes. Vous évoquiez également ce matin le résultat des élections législatives. Forcément, ça prête à réflexion. Tout à fait. Oui. Et à remise en cause peut-être ? En tout cas, ça nous conduit à réfléchir à comment nous réinventer. Je pense qu'il ne faut pas parler d'aggiornamento. Les problématiques qui se posaient à la Corse au début de la lutte nationaliste contemporaine dans les années 70, en termes d'accès à la propriété, de disparition du peuple corse, de langue, d'agriculture, de maîtrise de notre destin, sont toujours là. En revanche, la société corse de 2024 n'est pas celle de 74, n'est pas celle de 84, pas plus qu'elle n'est celle de décembre 2015. Il y a un certain nombre de changements et de mutations qui s'accélèrent d'ailleurs. Et il faut intégrer ces fondamentaux en ayant à l'esprit la nouvelle donne, les nouveaux éléments qui constituent la société corse d'aujourd'hui, le principe de réalité et les nouveaux défis. Donc on a un enjeu en termes de réinvention, tout en restant dans le fil historique du combat pour la défense du peuple corse et de ses droits historiques et fondamentaux. Et en même temps, bien sûr, le résultat des dernières élections législatives, il ne faudrait pas le réduire, notamment le vote RN en Corse, uniquement à un vote communautaire ou communautariste venu de France continentale. Mais en revanche, ce vote-là existe et s'est exprimé pour la première fois lors d'une élection, certes nationale française, mais qui a un ancrage local fort. Et je pense qu'il constitue un facteur d'amplification du score du Rassemblement national, puisque lorsque dans certaines communes, notamment rurales, le Rassemblement national fait des scores considérables, à 15, 20 ou 25%, mais que dans les communes périphériques, au grand bassin que constituent Portillo, Choyach et Bastille, le RN atteint 45, 50 ou 55%, on voit bien qu'il y a là un changement démographique qui se traduit dans les urnes. Donc nous connaissons ce changement démographique, il faut l'intégrer davantage à notre réflexion et surtout à notre action politique. Il faut l'intégrer dans la constitution d'un corps électoral différent ? Le jeu est ouvert, la réflexion aussi. Nous ne sommes pas dans une logique d'exclusion. Nous pensons qu'être corse, c'est bien sûr une origine, ça peut être une volonté, on peut devenir corse. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, la machine à fabriquer des Corses est en panne, pour plusieurs raisons, de par le flux démographique, 4 à 5 000 personnes par an, de par la réalité socio-culturelle et linguistique du peuple corse, aujourd'hui historique sur sa terre, lui-même en voie de déliquescence par certains aspects, sans généraliser, et il nous manque un certain nombre d'attributs de souveraineté et de facteurs, d'instruments nous permettant de favoriser l'intégration de celles et ceux qui viennent vivre en Corse et la cohésion en conséquence de la société corse. Je pense à la langue, je pense au rapport à la terre, je pense à un certain nombre d'éléments qui nous échappent aujourd'hui, sur lesquels nous n'avons pas la main. Donc ça aussi, ça fait partie des enjeux prioritaires, et notamment dans le cadre du processus d'autonomie à relancer, à concrétiser et à réussir. Merci beaucoup, Don Joseph Luciani. À demain. À domani. Bonjour et bienvenue. On retrouve Don Joseph Luciani, notre invité cette semaine. Bonjour. Salut. Conseiller territorial FAPO-Poulouissem, et on va parler de la situation en Kanaki. Avec tous ces drames, et encore, paraît-il, on n'en a qu'une faible connaissance de ce qui se passe. Oui, tout d'abord avoir une pensée, une solidarité envers les victimes et leurs proches de cette situation dramatique qui est en lien avec la situation politique, économique et sociale que connaît la Kanaki. C'est aussi le résultat de cette situation de décisions politiques injustes de type colonial ou néocolonial qui ont été prises, notamment lors du vote au congrès du dégel du corps électoral en Kanaki. En procédant ainsi, il nous semble que la représentation nationale française et le gouvernement et l'État en général ont rompu avec la lettre et l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa de 88 et de 98, qui étaient des accords de niveau étatique, qui étaient des accords de paix, qui semblaient aller dans le bon sens. C'est le prolongement aussi d'un mépris qui s'est exprimé notamment lors du dernier référendum qui a eu lieu alors qu'une grande partie, c'est-à-dire la moitié de la population du peuple kanak, s'était opposée à sa tenue pour des raisons évidentes liées au deuil, à la coutume locale suite à la crise sanitaire de la Covid-19. Et donc, cette situation qui rompt les équilibres de la paix, de la cohésion de la société calédonienne en général, et pour nous, il est évident, et je me fais aussi l'écho d'une motion qui a été adoptée à une très large majorité par l'Assemblée de Corse en mai dernier, il est temps de retrouver
les fils du dialogue et d'aboutir à une solution politique porteuse de paix et d'espoir. Il ne semble pas que ce soit ce qui s'engrange du côté de Paris. Il semblerait que le président de la République veuille garder le dossier de Nouvelle-Calédonie dans le giron de l'Élysée. Il appartiendra donc d'organiser avec l'ensemble des forces politiques, qu'elles soient indépendantistes ou pas, le dialogue. En tout cas, dans ces situations tragiques, je pense que les années 80 ont marqué une période très compliquée en Nouvelle-Calédonie avec les événements de la grotte d'Ouvéa. Il faut à tout prix éviter ça. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des dégâts humains et matériels. On ne sait pas jusqu'où peut aller l'escalade. Et franchement, aujourd'hui, la France, en général, n'a pas besoin de ça. Et surtout, le peuple kanak et la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, doivent sortir de cette impasse. Mais la responsabilité, elle incombe avant tout au président de la République, à l'État en général et aux forces loyalistes qui parfois sont bloquantes et ont des attitudes de type néocolonial qui sont inacceptables, inadmissibles pour un peuple historique qui a le droit de vie et qui a un droit au bonheur sur son sol. Et il me semble vraiment, vraiment que malgré les difficultés, la solution ne peut être que politique. Ça repose la question de la colonisation. Bien sûr, de toute façon, la Nouvelle-Calédonie fait partie de la liste des territoires à décoloniser, la liste de l'ONU. Ça pose la question de la colonisation. Bien sûr, la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki ont été colonisés. Franchement, Michel Rocard, qui est un homme d'État, avait su trouver le bon niveau, le bon état d'esprit pour régler cette question. Malheureusement, un pouvoir central parisien, peut-être rappelé par les réflexes jacobins et coloniaux, ont battu tout cela en brèche. Mais en tout état de cause, il est temps que la France sorte de ce décor colonial. Ça fait partie de son histoire. Il faut réparer tout cela historiquement. La décolonisation, elle a pu parfois se prononcer de façon aiguë et conflictuelle. On pense toujours à la guerre d'Algérie et à d'autres exemples. En Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, on avait trouvé les voies et moyens du dialogue et de la solution politique et démocratique. Il faut repartir sur cette voie. Sinon, on est voué sur ce territoire à des lendemains qui déchantent. Aujourd'hui, la parole de l'ONU, on a l'impression qu'elle n'est plus respectée, qu'elle n'est plus écoutée. C'est vrai, c'est, je pense, lié à la situation internationale, notamment politique et géopolitique. On a la focale qui est essentiellement portée sur le Proche, le Moyen-Orient, avec la question israélo-palestinienne, également sur le conflit russo-ukrainien. Ça détourne peut-être certains sujets comme la Nouvelle-Calédonie-Kanaki, qui sont pourtant des sujets, y compris géostratégiques. Et puis, il y a peut-être aussi la question du droit international. On sait que le droit international n'a pas de portée fortement contraignante et normative. Et donc, on voit bien qu'on a de plus en plus de mal, que ce soit au niveau de la parole diplomatique, politique de l'ONU, ou même des traités internationaux qui découlent de l'ONU, à faire respecter un certain nombre d'engagements qui lient pourtant les États, plus, bien sûr, l'arrière-plan idéologique, avec une droite extrême, populiste, qui n'a que peu de considération pour ces questions de type colonial, y compris en Corse. Merci beaucoup, Don Joseph Luciani. On se retrouve tout à l'heure à 8h30, après le journal de Francesco Tassagni. Du lundi au vendredi sur Radio Alta Frequenza, retrouvez l'invité de la semaine avec votre rendez-vous Usguardo. Notre invité répond à nos questions liées à l'actualité de la Corse. Une interview sans concession du lundi au vendredi avec Maria Lanfranchi. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve Don Joseph Luciani. Bonjour. Bonjour, buongiorno a tutti. On parlait de cette situation en Kanaki, de deux éléments en fait, avec donc ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le code électoral, et puis ces incarcérations en France continentale, avec ce déracinement un peu, d'aucuns l'ont vécu comme une punition supplémentaire. Une punition supplémentaire et une punition au plan du droit et au plan humain totalement disproportionnée, et qui a également des allures politiques, de sanctions politiques, de répression politique. Cela nous rappelle que le combat pour la démocratie, pour la justice, pour le respect des droits des peuples et pour également le respect d'une solution politique est un combat qui reste d'actualité, y compris en 2024, malgré les avancées qu'avait pu connaître le processus irréversible de décolonisation et d'autodétermination en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, dès 88, prolongé en 98.
on voit que ce combat reste d'actualité, qu'il faut le mener. Il est important que le peuple corse et sa représentation démocratiquement élue, comme elle l'a fait en mai dernier, exprime sa solidarité envers le peuple kanak. Vous savez qu'il y a des liens historiques et politiques qui nous unissent malgré l'éloignement géographique et les différences socio-culturelles. Et vous pouvez compter sur nous, les Corses et les Kanaks peuvent compter sur nous pour répondre présent à la solidarité politique, fraternelle et humaine. Alors justement, ces prisonniers politiques kanaks qui ont été pris en charge par les associations de défense des prisonniers politiques en Corse. Oui, il faut rendre hommage au travail de ces associations, leur travail en particulier en Corse, et y compris, en l'espèce, leur travail de solidarité, de fraternité avec des peuples qui partagent des aspirations similaires aux nôtres. Et c'est tout à leur honneur, des gens qui travaillent bénévolement en Corse, qui ne comptent pas les heures, qui se retroussent les manches au nom de la solidarité politique, mais aussi tout simplement au nom de la fraternité, de la solidarité humaine. Et ça fait sens dans la société actuelle de voir des gens qui s'engagent pour autrui, y compris pour des causes politiques, même si en l'espèce, il s'agit avant tout de venir en aide aux familles des détenus et aux prisonniers qui sont des prisonniers politiques. Ça repose aussi forcément la question du corps électoral. On l'évoquait en début de semaine pour la Corse, mais justement, tout est parti de là. Et on se dit que finalement, en Corse, ce regard-là, on ne l'a pas encore posé. C'était un peu tabou lors des dernières élections. Certains mouvements, y compris nationalistes, disaient non, le problème n'est pas du corps électoral. Aujourd'hui, on se rend bien compte que quand même, il y a un problème de ce côté-là. Le problème, il dépasse largement le corps électoral, Maria. C'est un problème... une question en tout cas démographique de façon générale, sans parler du vieillissement de la population, du taux de natalité, des conséquences que cela peut avoir en termes d'infrastructures, en termes de développement économique et social et en termes de cohésion de la société corse. Il y a 85 000 personnes qui s'installent tous les ans en Corse, venues essentiellement du continent français. Je pense que lorsqu'on est né comme moi en 1999 et que depuis 1999, la Corse a connu une explosion démographique de l'ordre de 100 000 habitants environ, portée exclusivement par solde migratoire, sachant que le solde naturel est négatif, plus de décès que de naissances, il y a une question en termes de devenir et de survie du peuple corse historique, nous en parlions il y a quelques jours, qui est lui-même en voie de déliquescence. Donc évidemment, la question, elle se pose de façon générale, en termes culturels, en termes démographiques, elle se pose aussi en termes électoraux, puisque le corps électoral, c'est finalement ce qui va venir exprimer la volonté populaire, et il nous semble qu'en termes de légitimité, l'avenir du peuple corse regarde les Corses. Étant entendu, et on est clair là-dessus, qu'être corse, c'est pas seulement une origine, c'est bien sûr une origine. On n'a pas une vision, et vous le savez, à Femoagours et à Fapopoulissem et le mouvement nationaliste en général, à quelques exceptions près récentes, on n'a pas une vision ethniciste, repliée du peuple corse ou raciste. Mais en tout cas, on a conscience qu'il y a des difficultés qui se posent. Il faut fermer la porte à aucun débat aujourd'hui. À aucun débat. On va discuter de tout cela sereinement, mais avant la refonte du corps, avant le gel peut-être, ou la redéfinition d'un corps électoral, et peut-être aussi à penser à un assainissement des listes électorales avec un certain nombre de personnes qui n'ont rien à y faire et qui pourtant s'expriment lors de scrutins dans des intérêts souvent contraires, voire hostiles à la Corse. Par exemple ? Les personnes qui sont inscrites sur des listes électorales, on en a identifié un certain nombre dans certaines communes, pour ne pas dire dans une grande majorité de communes, et qui pourtant ne vivent en Corse peut-être qu'une ou 2 semaines dans l'année. Quelle est la légitimité de ces personnes à se prononcer sur l'avenir de la Corse, de ce pays, de son peuple et de sa jeunesse ? Question est posée. En tant que nationaliste corse, j'ai ma petite idée, mais tout ça, encore une fois, on va en discuter sereinement entre nationalistes, avec l'ensemble de la classe politique. Mais notre combat, c'est un combat qui se pose en termes de démocratie, mais aussi et surtout en termes de survie pour notre peuple. On ne peut pas passer ces questions au silence. C'est impossible et c'est ce que nous dit la rue Corse, de toute façon, à chaque fois qu'elle nous interpelle. Sur cet assainissement, pour conclure là-dessus, ça veut dire que vous pourriez attaquer certaines présences dans... Et c'est quelque chose qui se fait en démocratie, dans la démocratie corse. Mais dans corse. un mouvement plus d'ampleur. Mais écoutez, depuis le statut Joxe, qui remonte à 1991, me semble-t-il, il n'y a pas eu de refonte globale des listes électorales. Donc moi, je n'ai pas vocation à préempter le débat, mais je le verse au débat, je le mets sur la table. Peut-être qu'il va falloir y songer à un moment donné, puisque au-delà de la question culturelle et politique, c'est même une question de bonne santé démocratique d'avoir des listes électorales qui correspondent à la réalité résidente, pour ne parler que de cela, du pays. Et puis ça a des impacts, on l'a vu lors des dernières élections législatives, même s'il ne faudrait pas réduire le vote à cela, sur le score aux élections et sur l'avenir du peuple corse.
Merci beaucoup, don Joseph Luciani. À demain. À Doumagne. Bonjour et bienvenue. C'est le conseiller territorial Fapopoulou-Nicem et don Joseph Luciani qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. On sait que vous vous intéressez beaucoup aux questions sur la langue corse, qu'il y a tout un travail qui est fait là-dessus du côté de la collectivité de Corse. On a vu paraître sur les réseaux sociaux ces fameux panneaux de signalisation avec cette orthographe de certains noms, pour le moins surprenante. Tout à fait. J'ai eu le regret également de découvrir tout cela sur les réseaux sociaux, donc des erreurs grossières sur des panneaux de signalisation de noms de lieux récemment installés. Il faut reconnaître, et j'ai le regret de le reconnaître en tant qu'élu du peuple corse, qu'il y a des défaillances multiples et variées qui se sont produites en amont et en aval de la part de différents intervenants dans ce dossier. Qui a la responsabilité de ces panneaux? Est-ce que c'est les municipalités, les intercos, la collectivité? Et sans rentrer dans le détail précis, je ne saurais pas vous répondre exactement, mais grosso modo, il y a un partage de compétences entre les communes, selon l'emplacement du panneau, notamment l'entrée ou à la sortie des communes, et collectivité de Corse. Mais de façon générale, la responsabilité, en l'espèce, dans une grande partie de cas que vous mettez sur la table, et il faut le reconnaître sans langue de bois et sans tabou, c'est la collectivité de Corse. Donc il y a des responsabilités partagées en amont, en aval, il y a des défaillances multiples et variées de la part d'acteurs et d'intervenants publics ou privés, parce qu'il y a également des sous-traitances avec un certain nombre d'entreprises privées. Mais in fine, c'est la collectivité de Corse qui est responsable et qui s'attelle, évidemment, et c'est normal, à corriger et à réparer ces erreurs qui sont des fautes grossières. Mais ça me permet aussi de dire, Maria, qu'il y a un certain nombre d'erreurs grossières qui ont été accumulées depuis la mise en place de la signalétique bilingue en Corse et qui dépassent largement quand même, ce qui n'excuse pas le reste, l'accession des nationalistes aux responsabilités. On a souvent l'impression dans ce pays que tous les mots MAUX de la Corse sont arrivés en décembre 2015 lors de l'accession de notre famille politique aux responsabilités. Par exemple, nous sommes arrivés en décembre 2015, il y avait un certain nombre d'erreurs et de fautes grossières sur les panneaux de signalisation antérieurs à notre arrivée aux responsabilités. C'est un fait. Il n'y avait pas les réseaux sociaux peut-être à l'époque, ce qui donnait une image peut-être moins amplificatrice du phénomène. Et puis, il faut rappeler aussi qu'il y avait 450 km de gestion de routes territoriales ex-nationales avant le 1er janvier 2018, date de la constitution de la nouvelle collectivité de Corse qui a agrégé la CTC et les 2 conseils départementaux. Et il y avait environ 4500 km qui relevaient des conseils départementaux. Donc on s'attelle aussi de façon générale à rattraper un certain nombre d'erreurs qui sont inadmissibles, et je le dis. Et en même temps, c'est d'autant plus douloureux pour nous de constater ces erreurs qu'on a à l'esprit des actions qui ont été menées de façon militante très forte et même parfois conflictuelle avec les forces de l'ordre en 1991 par celles et ceux qui nous ont précédés. Je pense notamment à l'action de la Consulta Nazionale pour la signalisation bilingue. Ça me permet également de rendre hommage à un certain nombre de fonctionnaires de la collectivité de Corse qui travaillent avec des professionnels de la langue sur la toponymie, parce qu'il y a un registre qui existe de toponymie, de noms de lieux. Donc cette faute est d'autant plus incompréhensible, mais les services de la collectivité de Corse s'attellent à la corriger et à la réparer. Alors justement, vous disiez, on a l'impression aujourd'hui qu'on reproche à cette majorité nationaliste que tout arrive, qu'avant tout allait bien finalement. Oui, alors qu'il n'en est rien. Il y a un certain nombre de dossiers qui étaient en souffrance avant, les déchets. Il y a un certain nombre de dossiers qui étaient en souffrance. Les transports maritimes, par exemple, avec des grèves à répétition, l'aide aux communes, l'aide aux intercommunalités, de l'aide au territoire, au service des administrés, donc de nos concitoyens, de nos compatriotes, n'a jamais été aussi élevé. Je pense aussi, par exemple, aux dossiers majeurs. On parle de transition énergétique, de développement durable. La PPE, la programmation pluriannuelle d'énergie, on passe aujourd'hui à 345 millions d'euros, voire 350 millions d'euros, qui vont être investis dans les 10 ans pour la rénovation énergétique et thermique. Nous étions la semaine dernière au quartier de Bodicciona à Ajaccio, où nous avons inauguré la rénovation de près de 500 logements sociaux avec un appui financier de la collectivité de Corse de plus de 3 millions d'euros. On voit bien tout ce que cela représente en termes d'enjeux économiques, sociaux, les retombées économiques pour les entreprises corses mobilisées sur le chantier, l'amélioration de la qualité de vie pour les résidents qui sont souvent dans des situations de précarité extrême en termes de dignité et de décence humaine, c'est très important. On voit aussi l'impact que ça peut avoir sur le pouvoir d'achat avec un gain de près de 1 000 euros par an sur la facture énergétique et bien sûr l'impact positif sur l'environnement puisqu'on réduit la consommation énergétique. Donc on a un certain nombre d'exemples, sans parler du déploiement de la fibre, et je pourrais multiplier les exemples. On voit que la collectivité de Corse et la majorité territoriale
répondre présent aux défis, aux enjeux de notre temps. Et en même temps, on ne cache rien des difficultés en termes d'organisation administrative, en termes de moyens budgétaires, financiers, fiscaux, normatifs, puisque la collectivité de Corse, aujourd'hui, ne peut pas tout faire, elle n'a pas les moyens de tout faire. C'est aussi un des enjeux de l'évolution statutaire vers un statut d'autonomie de la Corse, une autonomie pour améliorer le quotidien des Corses et le sort que connaît notre pays. Donc, je ne vais pas revenir sur les mandatures passées, il y aurait beaucoup à dire. En tout cas, je pense que nous sommes sur la voie de la transformation de notre pays, dans le droit fil de ce que nous ont demandé les Corses en nous confiant les responsabilités de notre pays. Merci beaucoup, Don Joseph Luciani. À tout à l'heure. À dopo. Bonjour, on retrouve notre invité Don Joseph Luciani. Bonjour. Salut. Entre ce qui allait mieux avant 2015 ou ce qui allait moins bien et ce qui va mieux, vous avez évoqué ce matin le dossier des déchets. Alors, il semblerait que les Corses aient du mal à percevoir la différence. Oui, je pense aussi que les Corses, de façon générale, et c'est pas leur faire le reproche, c'est aussi une faute peut-être de communication d'autre part, et peut-être une part de mauvaise foi et de malhonnêteté intellectuelle de la part de nos adversaires politiques. Les Corses ne saisissent pas forcément le partage des compétences. Là aussi, on dit souvent que la CDC est, depuis décembre 2015, nos adversaires le disent, victime à l'origine de tous les maux de la société corse. Il faut savoir que la collectivité de Corse, en matière de déchets, ne peut pas tout. La collectivité de Corse, elle élabore et elle fixe, après approbation par l'Assemblée de Corse, un plan qui donne la ligne stratégique, les grandes orientations à suivre en matière de traitement et de collecte des déchets. Les intercommunalités, le PCI, ont en charge la collecte et le traitement, incombe au CIVADEC. Le plan qui a été adopté au mois de juillet dernier par l'Assemblée de Corse, il nous semble répondre à différentes exigences, qu'elles soient réglementaires, puisque nous sommes liés par le droit, notamment le droit de l'Union européenne, aux exigences également environnementales et aux exigences économiques, sociales et démocratiques. Charge désormais aux acteurs concernés de favoriser la mise en œuvre de ce plan, puisque c'est ainsi que le législateur a réparti les compétences. Le CIVADEC, aujourd'hui, il a toujours lieu d'être ? Moi, vous savez, je suis pas un caractère, je ne suis pas de nature à créer des polémiques. Le CIVADEC, il a été créé par groupement de différentes communes et intercommunalités. Aujourd'hui, il existe. Il ne m'appartient pas à moi d'évoquer la question de sa dissolution ou de son maintien. En tout état de cause, il est vrai qu'il y a un certain nombre d'acteurs publics et que ce millefeuille peut-être administratif ne favorise pas la bonne marche et la bonne gestion d'un certain nombre de dossiers, qu'il s'agisse des déchets ou autres. Et c'est la volonté souveraine des communes. Il y a un principe de libre administration des collectivités territoriales, notamment du bloc communal et intercommunal. Je n'ai pas vocation à m'immiscer en tant qu'élu de la majorité territoriale, mais si vous demandez aux citoyens que je suis ce qu'ils pensent de la gestion des déchets aujourd'hui en Corse, évidemment, c'est une gestion qui est erratique et chaotique, puisque la question n'est pas réglée, mais c'est un raccourci que de considérer que tout est la faute de la collectivité de Corse. On a quand même un certain nombre de progressions en matière de tri, en matière de pratique, en matière aussi de mentalité, parce qu'il faut une prise de conscience collective et individuelle à l'échelle citoyenne. Mais, encore une fois, charge à tous les acteurs de jouer le jeu en dehors de la politique, parce que souvent, trop souvent, les calculs politiciens entrent en compte dans ces questions, et au final, c'est le citoyen corse et le contribuable qui en paye les conséquences. La gestion publique de ce dossier des déchets, on a vu récemment avec l'incendie de Sarola-Carcopine où là, beaucoup de voix se sont élevées en disant s'il y avait eu une gestion publique, peut-être que... Oui, nous avons eu l'occasion au niveau du mouvement Fais-moi Gourse et aussi au niveau du conseil exécutif de Corse pour la collectivité de Corse, d'un point de vue institutionnel, de nous exprimer sur l'épisode de l'incendie de Sarola-Carcopine pour identifier la chaîne de responsabilité et interpeller également les pouvoirs publics, et notamment les autorités préfectorales. Vous savez, nous sommes, et c'est un choix politique assumé, favorable à une gestion publique de l'ensemble des secteurs stratégiques. On parle souvent de transport aérien et maritime, qui sont des secteurs stratégiques, a fortiori pour un territoire insulaire. On peut parler aussi des déchets. Évidemment, nous sommes pour une gestion publique. Après, la question qui se pose, c'est jusqu'où va le périmètre de la gestion publique ? Est-ce qu'une délégation de service public, une concession, relève du public ? Est-ce qu'une société d'économie mixte, avec une part d'acteurs privés, relève de la gestion publique ? Je ne suis pas non plus favorable à une économie de type nord-coréen. Je pense que la Corse a besoin aussi de libérer des énergies, on a besoin d'initiatives privées, on a besoin de créer de la richesse pour mieux
la partager, la redistribuer. On a besoin de soutenir un certain nombre d'entreprises, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on soit dans une logique, et c'est pareil pour le prix des carburants, de régulation. Je pense que c'est le rôle de la puissance publique corse que de réguler dès lors qu'il y a un certain nombre de secteurs stratégiques qui rentrent en compte pour le bien commun et pour l'intérêt de notre peuple. Merci beaucoup, don Joseph Lucioni. On se retrouve demain. À tout magne.